Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Dauphiné. On va revenir un petit peu sur les tops, les flops comme d'habitude, les différents classements de cette épreuve également pour conclure cette semaine de compétition. Et puis maintenant, tous ces coureurs-là, pour la plupart, alors certains on les retrouvera du côté des championnats nationaux, mais pour la plupart désormais il faudra attendre le départ du prochain Tour de France pour les voir en action désormais. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Et je remercie les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les vidéos, de s'abonner, mais également de faire un super thanks. Allez, on commence tout de suite du côté de cette étape qui était donc le dernier jour de course de Romain Bardet. Dans sa carrière, il en a profité jusqu'au bout. Bon, il n'y avait plus beaucoup d'énergie dans le moteur, mais je pense qu'il a fait un Dauphiné qui était au niveau de ses attentes. Voilà, bon, il a tenté, il a essayé, il a pris des échappées, mais il n'y a pas eu les ouvertures pour lui du côté de Romain Bardet. Et puis, je pense qu'il peut être satisfait du travail qu'il a réalisé pendant cette semaine de compétition. Mais oui, il y aura... Enfin voilà, je pense qu'il est très clairement après le Giro, je dirais pas qu'il était déjà passé à autre chose, mais je pense que le Giro lui a permis de voir qu'il n'avait pas peur de cette fin de carrière, qu'il avait tout donné, qu'il avait tout fait et qu'il avait plus la motivation pour faire 2 ou 3 coups dans l'année. Je pense que c'est vraiment le Giro. L'année en plus n'a pas été simple avec son abandon sur le Tour de l'Algarve qui lui a coûté beaucoup d'énergie. Là, le redémarrage qui a été compliqué. Et je crois qu'il part, il l'a dit un petit peu en interview, mais je crois qu'on le voit réellement quand même qu'il part sans regret. Toujours, même dans son départ, il y a une sorte de grande classe quand même encore aujourd'hui. On en parlait hier du côté de Romain Bardet, mais même sur cette retraite, je trouve qu'il y a une grande classe. Voilà, il est dans le peloton, on va dire, des leaders. Bon, il s'écarte à 13 km de l'arrivée, mais il aura été quand même avec les leaders pendant très longtemps. Voilà, il finit avec un équipier. Il y a cette fameuse parade, on va dire, des coureurs, des autres coureurs du peloton, mais je dirais qu'il y a quand même une grande simplicité dans ce départ. Il en a pas fait des caisses, voilà, avec cette retraite. Des fois, il y a certains mecs où, oui, dans certains sports, tu sens que la retraite, on en fait des caisses, on en fait des caisses. Là, pas du tout. C'est-à-dire qu'il part avec une simplicité qui a toujours, j'ai envie de dire, caractérisé encore une fois sa carrière pendant toutes ces années. Et du côté de Romain Bardet, oui, c'est un départ sans regret. Je pense qu'il a donné le maximum. Je crois qu'il ne pouvait pas faire plus. C'est le départ d'un coureur important. C'est vrai que certains disaient c'est presque la fin d'une ère. Pour moi, pas encore, parce que déjà, il y a Julien Alaphilippe. Alors, Julien Alaphilippe est à cheval, on va dire, entre deux générations presque. Mais il y a Arnaud Démare qui est encore là, qui est de cette génération-là, Arnaud Démare, qui est encore coureur cycliste. Bon, tu as encore aussi Warren Barguil, là aussi qui arrive un petit peu après, mais qui est encore là. Donc, c'est pas encore la fin d'une ère. Mais c'est vrai que tu sens que cette génération des années 2010, elle commence à se retirer tout doucement et qu'une autre génération doit obtenir des résultats. Et c'est vrai que c'est un peu le problème de la France et le cas d'autres nations, c'est qu'on a eu un petit trou de génération parce que si tu regardes bien,
des coureurs qu'on l'âge de David Gaudu, il n'y en a pas beaucoup, qui ont eu un très très grand niveau, qui ont qui ont tenu dans la durée. Et c'est vrai qu'on a soit des très jeunes coureurs, Lenny Martinez, Paul Sexas, Paul Magnier, notamment, qui sont quand même des jeunes coureurs, ou soit on est oui, sur des coureurs qui ont 30 ans ou plus, Christophe Laporte, Julien Alaphilippe. Dans les jeunes, on peut citer également Romain Grégoire. Et il y a une sorte de trou de génération un petit peu. Voilà, mais je pense que cette génération qui arrive nous apportera de la satisfaction. Et puis on espère des grands résultats et notamment des résultats sur les courses d'une semaine, sur les courses World Tour et pourquoi pas également sur les grands tours. Mais voilà, j'ai bien aimé la retraite tout en simplicité, presque en discrétion de Romain Bardet. Et puis on le retrouvera désormais sur le Tour de France. Il sera consultant pour TNT, donc le Eurosport britannique. Et puis il sera consultant également pour Eurosport Monde, donc également la France, lors de la deuxième semaine du Tour de France. Voilà, du côté de Romain Bardet désormais, qui va un peu profiter de sa retraite quand même et de son enfant, voilà, qui va être plus disponible également pour sa famille. Que dire de cette étape? Humide, déjà, c'est le mot, parce que c'est vrai que ça a été assez mouillé. Il y a eu quand même du spectacle, je dirais un peu comme lors de la première étape, sur un aspect qui était différent, mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de coureurs partir à l'attaque, notamment dans l'échappée. Belle tentative d'Enric Mas, c'est vrai qu'on lui reproche souvent de ne pas être très offensif. Aujourd'hui, il a tenté, même si ça n'a pas été au bout, que ça n'a pas été en réussite, et c'est vrai qu'il n'a pas été chercher la victoire d'étape. Avec des coureurs qui ont été plutôt discrets sur cette semaine, je pense notamment à Benedi, je pense à Lutsenko, qui était, ou même Lenny Martinez, qui était dans cette échappée. Et puis, comme il y avait Enric Mas devant, au bout d'un moment, ça a commencé à inquiéter un petit peu les Uno X, parce que c'est vrai que la 5e place de Tobias Allan Johannesson était un petit peu menacée, et il y avait besoin de points UCI du côté de cette formation. Donc on a été un petit peu au charbon. Et puis une dernière montée intéressante avec un beau suspense entre Martinez et Vingegaard de Pogačar. Mais en gros, pas de chamboulement de la hiérarchie à l'arrivée de ce Dauphiné. Certes, on a eu une chute quand même avec Dunbar, Sexas. J'en parle pas de Sexas, mais quand même une grosse performance puisqu'il a réussi à finir l'étape avec un guidon bien tordu, et il n'est pas tombé, donc ça c'est une belle perf. Il perd à peine une minute avec un vélo qui était quand même dans un sale état, et seulement Bruno Armirail. Donc je trouve qu'il a plutôt bien géré la situation. Après c'est lui qui tombe malheureusement, mais bon, 8e d'un Dauphiné à cet âge là, c'est quand même exceptionnel. Et puis du côté des coureurs, je dirais Remco, 3e, 4e homme avec Lipovic, et puis devant Vingegaard, Pogačar. Bon voilà, on sent que d'un côté comme de l'autre, on en a gardé quand on a compris quand même qu'on n'arriverait pas à revenir. Pogačar a passé des relais de courtoisie, mais pas plus que ça. Du côté de cette étape, de toute manière, il n'avait pas grand chose à gagner. Du côté de cette journée, tout avait été fait durant le reste de la semaine. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec le vainqueur du jour, Lenny Martinez. La semaine a été compliquée, éprouvante, je pense, pour Lenny, parce que c'est vrai qu'il partait pour le classement général. Très clairement, et la Bahreïn partait dans un objectif de faire top 10 au général, que ce soit avec Martinez ou avec Buitrago. Buitrago qui en plaçant a abandonné lors de cette dernière étape, donc c'est quand même pas très rassurant avant ce Tour de France. Et Martinez, c'est vrai que hier, c'était pas que du bluff. Certes, il a pris 35 minutes, mais il était vraiment pas dans une bonne journée, il l'a dit en interview, même s'il faut toujours se méfier des interviews. Mais il a perdu 35 minutes, et c'était pas que volontaire, voilà, de sa part dans cette perte de temps. Et c'est vrai que certains auraient lâché l'affaire ce matin.
On dit bon, on finit la course et puis voilà, on n'en fait pas plus. Déjà, c'est bien d'être parti en échappée. Voilà, d'être reparti en échappée, d'avoir montré de la combativité, ça c'est intéressant. D'avoir fait du kilomètre dans l'optique, encore une fois, du Tour de France. Et puis après, la journée se déroule plutôt bien, les sensations sont de mieux en mieux. Il reste discret quand même quand vous regardez l'étape, ça roule un peu derrière Van Der Poel, mais Enric Mas envoie beaucoup plus ses équipiers au charbon. Lui, il est quand même beaucoup plus discret, se montre assez peu. Quand Enric Mas fait sa première attaque, c'est pas lui qui réagit en premier. Puis j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des kilomètres, ça allait de mieux en mieux. Il part au bon moment, parce que je pense que s'il part 500 mètres ou 600 mètres plus tard, il gagne pas l'étape. Le fait d'être parti à ce moment-là était vraiment le bon timing. Là, il pouvait pas le savoir que derrière, ça allait attaquer avec Jonas Vingegaard. Et puis après, bon, il a bien résisté dans le final. C'est vrai que moi, j'ai eu peur pendant assez longtemps, parce que je me suis dit quand même à 5 bandes de l'arrivée, après que le sommet de la bosse soit passé, je me suis dit, bon, déjà, il semblait qu'il y avait du vent un petit peu défavorable. Puis je me suis dit, bon, même s'il n'est pas mauvais sur le contre-la-montre, Vingegaard et Pogacar, même s'ils se relaient à 90% de leur capacité, ça peut faire très mal. Sauf que derrière, on sentait que Vingegaard se méfiait de Pogacar, et Pogacar n'avait pas intérêt plus que ça à rouler à fond. Donc ça s'est un petit peu, j'irai pas regarder, mais on ne s'est pas donné à fond. Donc c'est une belle victoire. C'est quand même bien de finir sur une bonne note. Pas forcément que ça rassure, parce que encore une fois, la semaine n'a pas été bonne, il faudra en tirer les conséquences, mais c'est quand même plus facile de repartir à l'entraînement, je ne sais pas s'il va repartir en stage ou s'il va rester chez lui avant le Tour de France, mais s'il va récupérer, mais c'est quand même plus simple de finir sur une bonne note plutôt que d'être dans une situation comme Butrago t'abandonne, ou comme des coureurs qui ont passé une mauvaise dernière journée. Je pense à David Gaudu qui avait fait une mauvaise dernière étape des Dauphiné il y a une année, où là parfois après tu cogites pendant 2-3 semaines, et tu peux soit ne pas être très concentré sur ton entraînement, bien soit perdre pas mal d'énergie à ressasser les choses. Donc là, c'est plutôt bien du côté de Lenny Martinez. Malgré tout, il ne faudrait pas non plus faire la situation en l'inverse, c'est-à-dire croire qu'avec cette victoire, tout est pardonné, on va dire, que les jours précédents n'ont été qu'un léger problème. Non, il y a eu des problèmes. Est-ce que c'est la gestion de la sortie de stage qui a été ratée du côté de la Bahreïn ? Moi, c'est ce que je pense, parce que quand on voit quand même les Bahreïn sur cette semaine, Buitrago, Martinez, même Jack Haig finit assez mal la course, on peut quand même se poser des questions sur les états de forme et sur cette gestion des états de forme. Donc moi, je pense qu'il y a eu des erreurs en termes du côté du staff et peut-être du côté des entraîneurs de la Bahreïn Victorious. Et voilà, il ne faut pas oublier que sur la semaine, tout n'a pas été parfait. Il ne faut pas retenir de la semaine que cette victoire. Il faut réfléchir également à tout ce qui n'a peut-être pas forcément super bien marché pendant cette semaine de compétition. Deuxième coureur top. On m'a reproché de ne pas l'avoir mis hier, mais c'est vrai que j'ai privilégié Bourman et Paul Sexas hier, et puis un petit peu Romain Bardet, parce que je voulais parler de Romain Bardet avant sa retraite. Tobias Haaland, Johannesson. Très très belle semaine de Tobias Haaland, Johannesson. J'ai envie de dire, pour la première fois de sa carrière, je retrouve le Tobias Haaland, Johannesson des espoirs. C'est-à-dire ce coureur, vainqueur du Tour de l'Avenir, qui avait fait une très très belle saison chez les espoirs. On retrouve enfin ce coureur-là. Alors certes, il y a eu pas mal de petits pépins physiques du côté de Tobias Haaland, Johannesson, mais c'était, je pense, un coureur qui ne nous avait pas tout donné. C'est, je pense, un coureur qui arrive un petit peu à maturation lente. Et c'est vrai que ça fait du bien
de le voir à ce niveau-là, de voir aussi une Uno X conquérante aujourd'hui, parce que certes il y avait besoin des points UCI, mais ils auraient pu dire oh, on n'est pas là pour rouler pour une 5e place ou pour une 6e place, on est déjà content de faire un top 8, on va dire, et peut-être pas rouler tout de suite derrière Enric Mas, mais j'ai bien aimé cet esprit combattant, conquérant sur cette dernière étape de course. Et puis je trouve qu'il a plutôt été encore bon. Voilà, il arrive à suivre Remco et Evenepoel. C'est encore une belle étape de Tobias Haaland Johannesson. Et ça peut être la grosse carte quand même sur ce prochain Tour de France, c'est-à-dire un coureur dont on n'attendait peut-être pas forcément grand-chose et qui pourrait faire un top 10 sur le prochain Tour de France, parce qu'il a des bonnes jambes et il sait aussi exploiter les différentes situations de course. Donc ça pourrait être très intéressant du côté de Tobias Haaland Johannesson. Mais moi j'ai vraiment bien aimé sa semaine de compétition. C'est vrai que finir dans le top 10 est même mieux sur cette semaine de compétition, parce qu'il est top 5. C'est vraiment très très bien de la part de Tobias Haaland Johannesson. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas si loin que ça d'un Remco Evenepoel. Voilà, il est qu'à moins de 2 minutes de Remco Evenepoel. Il met quand même 1,40 à Enric Mas. Donc ça, c'est pas anodin. Il colle aussi un petit peu de temps à Carlos Rodriguez, à Bourman. Donc là, c'est intéressant du côté de ce coureur qui a été bon pendant toute la semaine. Et puis, c'est aussi à mettre en corrélation du côté de la Uno X, parce que là, on a eu une équipe intéressante, notamment aujourd'hui. Ils ont quand même pas mal roulé sur le plat. Mais de se dire également qu'elle pourrait être renforcée par le frérot Anders Haaland Johannesson, qu'on avait vu sur le Tour de Slovénie, qui avait été très bon sur ce Tour de Slovénie, Anders Haaland Johannesson. Et avec les deux frères Haaland Johannesson qui ont été performants, ça va peut-être être un petit peu le tube de l'été sur ce prochain Tour de France, avec Anders Haaland Johannesson qui a des qualités pour faire une bonne première semaine de compétition, pour également aider son frère en moyenne montagne, et puis à Tobias Haaland Johannesson qui pourrait faire de très très belles choses ensuite. Donc on verra ce que ça va donner du côté des Norvégiens, mais bien content de voir Tobias Haaland Johannesson. Et ça montre aussi qu'il faut parfois pas perdre patience du côté de certains coureurs qui sont performants chez les espoirs, mais qui ont un petit peu de mal ensuite derrière chez les élites. Je pense à Mohoric par exemple, typiquement, qui a mis 4-5 ans avant d'avoir son véritable niveau chez les élites. Je m'excuse, il y a une mouche qui est passée devant la lentille de la webcam. Voilà, j'arrête pas de tuer des mouches là depuis ce matin. Pourtant il fait moins chaud, mais les mouches ont décidé de sortir. Donc voilà, j'ai la tapette à mouches, mais j'en ai pas tué suffisamment avant la vidéo. Pourtant il n'y en avait plus qu'une. Mais je sais pas, là il a appelé des copines avant le début de cette vidéo. Mais du côté de Tobias Haaland Johannesson, très intéressant. Et puis on verra maintenant ce que ça va faire du côté du prochain Tour de France. Mais je pense qu'il est plutôt dans un beau rythme. Mais ça pourrait être la bonne surprise du mois de juillet. Voilà, les frères Haaland Johannesson. Vingegaard. Pourquoi je mets Vingegaard en top? Parce que j'espère qu'il gardera ce côté offensif, Vingegaard, sur le prochain Tour de France. C'est peut-être ce qui lui permettra de menacer énormément Pogačar. C'est d'avoir une Visma offensive. Et pour avoir une Visma offensive, il faut un leader qui soit offensif. J'ai bien aimé ce qu'a fait Vingegaard, que ça soit dimanche dernier, déjà on en avait parlé. Mais je dirais sur la semaine, on ne peut pas dire que la Visma n'a pas essayé, on ne peut pas dire que la Visma a été résignée. Ils ont essayé, là par exemple ils mettent Sepp Kuss dans l'échappée, ils ont tenté, ils sont tombés sur plus fort sur cette semaine avec Tadej Pogačar. Mais je dirais que déjà Jonas, pour moi l'étape de vendredi c'était juste une mauvaise journée. Voilà, sinon sur le reste de la semaine on voit qu'il a été quand même à un niveau qui est très intéressant. Et puis après on ne sait pas s'il arrivera à rester à un bon niveau et surtout comment ça va se passer du côté du mois de juillet.
Mais n'oublions pas que la Visma est capable de faire de très très bonnes préparations terminales avant un grand tour. N'oublions pas que cette équipe a remporté également le dernier grand tour du Tour d'Italie et forcément ça les met quand même dans une dynamique positive. Je ne suis pas sûr que si Simon Yates, pardon, en ce moment c'est compliqué avec les frères, les noms qui se ressemblent. Si Simon Yates n'avait pas remporté le Giro et avait fini plutôt 10e ou 11e, je ne suis pas sûr que cette formation aurait été aussi offensive sur cette semaine de compétition. Donc c'est intéressant voilà, de les voir au top et de les voir offensifs et de voir un Vingegaard offensif et j'espère qu'il gardera cette envie et cette manière de faire pour le Tour de France parce que là aussi un Vingegaard offensif ça sera quand même plus intéressant que de voir un Vingegaard qui essaye seulement de tenir la roue de Pogačar et qui se fait peut-être martyriser par Pogačar. Voilà, et je rappelle que la première fois ils ont battu Pogačar du côté du Granon parce qu'ils avaient été offensifs ce jour-là du côté de la Visma Leasebike. Il ne faut pas qu'ils l'oublient du côté de Jonas Vingegaard. Quatrième coureur top. Un autre coureur qui finit bien la semaine, on avait parlé hier de Bourman, ça a été un petit peu plus compliqué aujourd'hui mais il s'en sort quand même bien. Guillaume Martin, un dernier week-end intéressant de la part de Guillaume Martin. Alors déjà hier, il y avait vraiment du mieux du côté de Guillaume Martin dans sa manière de courir et puis là aujourd'hui c'était très intéressant la manière de faire du coureur français avec une course très intéressante. Il finit au final top 10 du général de la course mais là aujourd'hui il a pris une belle 12e place devant Paul Sexas mais il a tenu assez longtemps. Il finit avec Carlos Rodriguez. Donc il finit quand même avec un coureur qui normalement est d'un niveau un peu supérieur au sien. En gros, c'est le groupe juste après les leaders du classement général. J'ai bien aimé la courbe de progression de Guillaume Martin au fur et à mesure de la semaine. Un début de semaine pas forcément exceptionnel. Bon, un contre-la-montre qui était dans sa moyenne de ce qu'il faisait à la Cofidis, mais pas beaucoup mieux. Et puis une fin de semaine où ça monte en puissance. Vendredi un petit peu moins bien que samedi et dimanche. Un samedi bon et un dimanche très bon de la part de Guillaume Martin. Donc là aussi un coureur qui peut être intéressant du côté de la Groupama FDJ pour le Tour de France. Pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. Mais aussi il est capable, encore une fois, en prenant des échappées, de finir dans le top 15 de la course et ça ferait quand même des points du côté de la Groupama FDJ et ça donnerait peut-être un nouvel élan à cette formation qui fait pas forcément une grande année en 2025. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour et un petit peu de la semaine aussi. Lutsenko, premier bonnet d'âne. Ouais, là il prend l'échappée mais ça va pas fort du côté de Lutsenko. C'est vrai qu'on en parlait dans la semaine où j'avais dit Lutsenko il a fait un peu comme Mbappé ou comme Jean-Pierre Papin ou encore d'autres coureurs qui ont changé d'équipe, de formation pas forcément au bon moment. Quand tu vois les résultats ça DXDS Astana, tu te dis qu'il a peut-être quitté l'équipe pas au bon moment. Et du côté de Lutsenko, je trouve que cette première année, ces 6 premiers mois avec Israël sont quand même très compliqués. On l'attendait quand même vraiment avec un rôle de leader, au moins sur des classiques, mais on sait que Lutsenko a quand même fait top 10 d'un Tour de France. Il ne faut pas l'oublier. Et là, il prend l'échappée, mais il est lâché quand même assez vite. Lutsenko, il n'a pas résisté bien longtemps, et surtout, il est lâché notamment par des coureurs qui, techniquement, je pense à Armirail, sont d'un niveau qui, sur le papier, est moins bon en montagne que Lutsenko. Donc ça veut dire qu'il est pas top en ce moment, le Kazakh. Ça se passe pas super, voilà, du côté de Lutsenko. Alors est-ce qu'il a
du mal à s'adapter à sa nouvelle structure, hein. C'est vrai que du côté d'Astana, il était dans un petit cocon, hein, une équipe kazakh, il était kazakh, c'était le leader de cette formation, il a toujours connu cette équipe, il a été dans l'équipe de développement avant d'aller dans l'équipe 1. Donc c'était un peu le petit prodige, on va dire, pendant très longtemps de l'Astana, qui est devenu le leader de l'Astana. Quand tout le monde a été en difficulté, et c'est lui qui a porté parfois l'équipe sur ses épaules. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, hein, que depuis qu'il est parti chez Israël, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, 2024 n'avait pas été une grande saison du côté de Lunchenko. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des inquiétudes sur le coureur kazakh, qui n'est pas tout jeune, hein. On rappelle qu'il était champion du monde espoir face à Brian Kokar, mais c'était du côté de Valkenburg, du côté de Lunchenko. Et c'est vrai que c'est un coureur qui, là aujourd'hui, finit 30e. Mais voilà, il a 32 ans, hein, Lunchenko, mais n'a jamais vraiment existé, hein, sur cette épreuve, 17e du général. Bon, en prenant quand même 2 échappées sur les 2 dernières étapes, mais en ayant été, je trouve, toujours un petit peu en retrait. C'est vrai que si on regarde depuis le début de saison, il n'y a que la semaine internationale Coppi et Bartali où il finit 4e, seulement 155 points UCI marqué, ce qui est quand même assez faible, et il est très loin même de 2023, hein. Quand on regarde 2023, il marque 1500 points UCI, ce qui est quand même pas anodin. 2024, bon, il marque 580 points UCI, et c'est surtout sur la première partie d'année, hein, qui va réussir à les marquer. Donc il est assez loin du niveau même de ces années, on va dire, moyennes. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui. Professionnel depuis 2012, hein, aussi, donc ça fait 13 ans qu'il est chez les pros et 14 saisons. Donc c'est vrai que ça peut parfois être un peu compliqué à gérer. Mais c'est sûr que quand on regarde là où il était en 2019 et là où il est aujourd'hui pour le moment, c'est un petit peu calme, c'est un petit peu trop calme. Voilà, hein, tout simplement en termes de résultats. Et c'est vrai qu'on est loin de 2021, 2022 ou 2023 où il avait eu des résultats énormément en Asie. Là, on est loin de ces saisons-là du côté de Lunchenko. On poursuit avec Marc Solé. Eh bien oui, parce que sur une course d'une semaine, quand vous êtes équipier de la UAE et qu'on peut le dire très clairement, vous avez été un petit peu l'homme invisible de cette formation, c'est pas très rassurant. C'est vrai que j'avais parlé de Nils Politt, ça a été un peu mieux quand même pour Nils Politt aujourd'hui. Alors c'était pas le Nils Politt du Tour de France 2024, mais il y avait quand même du mieux par rapport aux dernières journées où je l'avais trouvé discret. Par contre, Marc Solé, pourtant, sur une étape où ils n'ont pas eu à rouler, sur une étape où le tempo n'a pas été sensationnel, il est lâché quand même très vite, Marc Solé. Il n'a pas eu le rendement que l'on pouvait attendre de lui. Et c'est vrai que sur cette semaine, il y a quand même des coureurs. Alors, Nils Politt, pour moi, n'a pas été exceptionnel. Domen Novak, lui, a fait le job. Narvaez, il y a eu du bon et du moins bon. Marc Solé, pour moi, il n'y a pas eu vraiment du bon sur cette semaine de compétition. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une situation comme Marc Solé où vous devez aller sur le Tour de France et sur la Vuelta, c'est pas très rassurant sur son état de forme. Alors peut-être que, voilà, encore une fois, il a eu du mal à gérer les stages. Mais là, je regardais sa première partie de saison, 7e du Tour d'Andalousie. On ne peut pas dire avec une grosse densité au départ, et vainqueur du Tour des Asturies. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent.
en termes de résultats du côté de Marc Solé. 247 points UCI marqués. Là aussi, on n'est pas forcément au niveau des années précédentes, un petit peu en retard, voilà, je dirais. Et puis surtout, là sur ce Dauphiné, invisible, hein, transparent complet, 88e du général, meilleur résultat sur une étape, c'est 48e à Valmeinier. Mais bon, on attend un peu mieux d'un Marc Solé, et surtout on attend d'un Marc Solé qui arrive à tenir la cadence d'un Nils Politt, ce qui n'a pas été le cas sur cette semaine. Donc est-ce que ça va faire changer les plans de cette formation UAE? Ça c'est intéressant à voir. Est-ce qu'on va décider d'utiliser d'autres coureurs et de réserver Marc Solé sur le Tour d'Espagne? Ça c'est intéressant à voir. Alors il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va y avoir un Tour de Suisse où on va retrouver pas mal de coureurs qui doivent également faire le Tour de France. Je pense notamment à Almeida. Et est-ce qu'un Christen ou un Bjerg ne pourraient pas gagner leur place du côté ou même un Morgado, on sait qu'il est assez apprécié par Pogacar, même s'il n'a pas été exceptionnel sur ses dernières sorties. Mais est-ce que ça va pas intéresser on va dire la direction sportive de mettre d'autres coureurs qui peut-être arriveront à faire de meilleures choses, ou pourquoi pas un coureur qui a été sur le Tour d'Italie et qui possède encore une bonne condition physique pour cette épreuve. Et puis je termine avec Benelli. Alors, j'ai pas compris du tout la semaine de Benelli. Perte de temps en début de course, bon tu te dis c'est pour aller chercher les échappées, mais bon, sur le papier on est sur un critérium du Dauphiné. Alors certes, certaines années on a eu pas mal d'échappées qui étaient allées au bout, sauf que la densité au départ n'était pas la même. Là c'est vrai que quand vous regardez la liste des départs, il manquait pas beaucoup de leaders que l'on retrouvera sur le prochain Tour de France. Quand même sur cette liste de départ au niveau des cadres du classement général. Donc on savait que les ouvertures allaient être assez réduites, et je ne suis pas le seul à le dire. J'avais lu une interview de Romain Bardet avant le départ qui disait bon, les opportunités ne seront pas énormes sur ce tour, sur ce critérium du Dauphiné. Là ça a été le cas, ça a été un petit peu compliqué. Donc pour moi, du côté de Benelli, ok, tu veux prendre les échappées, mais dans ce cas-là, Charentonnet, il fallait être à l'avant de la course. Charentonnet, il fallait être devant, parce que quand tu vois la gueule de l'échappée et quand tu vois le parcours, oui, ça convenait à du monde et ça pouvait convenir à Benelli. Donc là, on s'est peut-être raté sur cette étape. Et après, sur les 2 dernières journées, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. En plus, il est tombé sur des coureurs qui étaient meilleurs que lui en haute montagne parfois, ou qui étaient peut-être plus en forme que lui, tout simplement. Voilà, je pense qu'on aurait pu courir différemment sur ce Dauphiné du côté de Benelli. Soit on prenait les échappées, mais il fallait prendre l'échappée de mardi, soit on pouvait essayer de jouer beaucoup plus le général, essayer de voir où on en était physiquement sur les différentes étapes en essayant de suivre les meilleurs. Mais là, ils ont couru de manière un peu surprenante et je pense que ça leur a pas vraiment réussi parce que chez EF, chez EF, meilleur coureur au général, c'est Chavez qui est 20e. Eli 37, Valgren 40, Bodin 42. Bon, alors Bodin, il a tenté dans les échappées. Et l'échappée qu'il a réalisée, Bodin, était intéressante. Mais là, Benelli, c'était un petit peu compliqué. Puis surtout, c'est assez surprenant avec une équipe qui était quand même portée plutôt pour aller chercher des échappées, de ne pas avoir réussi à mettre sur un échappée comme aujourd'hui ou même la veille, 2 mecs
C'est vrai que Chavez il fait 20e, on ne l'a pas vu de la semaine. Et là, il y aurait peut-être eu un intérêt à essayer de mettre plusieurs mecs dans les échappées pour épauler Benelli, ce qu'a fait la Movistar. Je pense que du côté des VF, on aurait pu également le faire sur cette semaine de compétition. On regarde tout de suite le classement général et les différents classements de cette semaine. Eh bien, vous pouvez les retrouver dans la description également de la vidéo. Le vainqueur de l'étape, c'est Lenny Martinez, donc qui s'impose devant Vingegaard et Pogačar. On retrouve ensuite Jorgensen et Evenepoel. Tobias Aland Johannesson qui finit à 47 secondes, donc quasiment dans le groupe Remco Evenepoel. Et on retrouve ensuite Carlos Rodriguez et Guillaume Martin. Paul Sexas finit quand même 13e malgré, encore une fois, un guidon qui n'était absolument plus droit. Et donc Bourman qui a un peu plus souffert, 16e. Aujourd'hui, si on regarde les abandons, eh bien on retrouve Buitrago, Archer Ryan, Jack Stewart, mais qui a beaucoup donné sur cette étape, Janja Robitt et Casper Pedersen, et Domen Novak également qui a abandonné du côté de la UAE. Dernier coureur à avoir fini l'étape, c'était Søren Vareskjold, qui est également la lanterne rouge finale de cette épreuve. Le classement général remporté par Pogačar. Pas de grands changements, on va dire, à part la chute de Paul Sexas de 2 positions et Mas et Jorgensen qui gagnent une place, mais sinon il n'y a pas d'autres grosses différences. Et Guillaume Martin qui fait la bonne opération du jour, alors que Ben Tullet lui a eu un petit peu plus de mal, mais sinon il n'y a pas de grande différence. On retrouve quand même 4 Français dans le top 15, ça n'arrive pas si souvent que ça, avec Paul Sexas 8e, Guillaume Martin 10e, Jordan Jegat 14 et Mathis Rondel qui prend la 15e place. Le jeune coureur de la Tudor Dunbar a perdu des places sur cette dernière étape, comme Alexei Loutchenko. Et puis du côté du classement du maillot vert, remporté par Pogačar, c'est dommage du côté de Van Der Poel, mais le sprint remporté par Jack Stewart lui coûte beaucoup à Van Der Poel, parce que ce jour-là il prend seulement la 9e place. Vingegaard 3e devant Evenepoel, Lipovitz 5e devant Milan, Laurence Barré, Tronchon, Wright. Le classement de la montagne remporté par Armirail, 3 points d'avance sur Pogačar, Higuita, Vingegaard, Martinez. Mais comme on n'est pas sur une course de 3 semaines, ce classement ne rapporte pas de points UCI. Et c'est bien dommageable. Du côté du maillot blanc, eh bien c'est Lipovitz qui s'impose, une 43 d'avance sur Evenepoel. On retrouve ensuite Paul Sexas qui garde sa 3e place devant Rodriguez et Ben Tullet. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien la Visma garde la 1re place. Mais la Decathlon qui finit devant la Bahrain Victorious et la Red Bull Bora Hansgrohe. Pour vous dire quand même que le collectif UAE n'a pas été exceptionnel, il finit seulement 5e du classement des équipes. Les autres équipes françaises, Groupama 9, Total Energy 12, Cofidis 18 et Arkea 20e. Et à part Pierre Thierry, du côté de Arkea, on a vu qui d'autre que Pierre Thierry, si je reprends cette formation, Thibaut Garnalec. C'est vrai que pour le reste, c'était Victor même, plus que Thibaut. Pour le reste, ça a été un petit peu discret, notamment de la place Michel Rice. Même Venturini, qui a pris quelques places d'honneur, mais sans plus du côté du coureur français. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve pour le Tour de Suisse. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur l'Amérique Production.